Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 21 septembre au sommaire de ce soir. Une quinzaine d'orques signalés au large de Moorea, d'abord aperçus par des pêcheurs, ils ont ensuite croisé la route de Mahamana Foundation. Des apparitions de plus en plus fréquentes avec la haute saison des naissances des baleineaux. 5 ans après la flambée post-Covid, les prix des matériaux de construction se stabilisent, le bois est en baisse et les filières locales prennent le relais. Un répit attendu pour le BTP et l'immobilier. Les indicateurs économiques et la saison budgétaire, nous en parlerons avec notre invité de ce soir, Steve Ambine, président du MEDEF. Réparer plutôt que jeter, l'atelier collaboratif Tataï en a fait son mot d'ordre. Pour la deuxième fois, l'association était à Veirao pour réduire les déchets et prolonger la vie des appareils ménagers. Et comme tous les dimanches, ne manquez pas votre rendez-vous sport en fin d'édition avec notre journaliste sportif Oriane Tefau. Revivez les plus belles performances sportives du Fénois. Ce sont des dauphins, mais aussi des prédateurs redoutables pour les baleines. Et leur présence coïncide avec la saison des naissances. Des orques ont été repérés au large de Moorea, un moment rare observé par la fondation Mahamana Foundation. Esther Cuneo. Rencontre rare et majestueuse pour Mahamana Foundation. Alertée par des pêcheurs locaux, l'association spécialisée dans les requins a bravé la houle, la pluie et le vent pendant 2 heures pour pouvoir observer de plus près ces grands prédateurs. On les a suivis, on a pu les observer, on a pu analyser un peu leur comportement et effectuer une mise à l'eau. C'était vraiment c'était un moment magique, hein. On n'a jamais vu ça. Ils allaient en direction de Tahiti, donc nous on a pu les suivre un peu. On voyait que ça se passait bien, qu'ils acceptaient la présence de notre bateau. Du coup à un moment donné on a pu donc se mettre à l'eau au moment où ils arrivaient. Ils se rapprochaient du bateau. Ce moment magique, ils le doivent notamment à 2 pêcheurs, dont celui-ci, Nui Mano Van Kam. C'est lui qui a mis la fondation sur la trace du groupe. Sorti la veille traquer le thon rouge, il fait lui-même cette rencontre. Ah, les orques à popo, les amis. Sur le point où j'étais en train de me diriger, j'avais vu un petit banc d'oiseaux. Je me suis dit, les voilà, c'est eux, c'est sûrement les bancs de thon rouge. J'arrive sur place et je vois ces grands ailerons sortis de la mer. Je me dis, mais c'est quoi ces bordels? Je commence à aller de plus en plus près et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était des orques. Bon, après, j'ai pas voulu trop vite m'approcher, comme on sait pas trop comment ils réagissent, hein. Ce sont toujours des animaux imprévisibles. Mais bon, au bout d'un moment, quand j'ai constaté que ça va, ils étaient pas trop méchants, bon, je me suis mis à ramener mes leurres et je suis parti un peu prendre une vidéo à côté, quoi. La fréquence des observations ces derniers temps n'a rien d'anodin selon l'association de référence Matatuhora. Si les orques sont bien présents toute l'année, ils sont plus visibles avec le boom de naissance des baleineaux. Les orques sont les principaux prédateurs des baleineaux. C'est pour cette raison qu'eux, ils le savent, qu'il y a les naissances et ils se rapprochent des côtes. Et la maman, elle entend les signalements avec les sifflements. Les orques sont des dauphins, contrairement à ce que l'on dit. Ce ne sont pas des baleines tueuses, ce sont des dauphins prédateurs. Et ils ont des sifflements pour communiquer comme tous les dauphins, sifflements et sons pulsés. Les baleines entendent les sifflements et les sons pulsés des orques, ça les alerte qu'il y a un danger et elles rentrent le plus près possible pour se mettre à l'abri et protéger leurs baleineaux. C'est à ce moment-là où elles sont le plus vulnérables et le baleineau il est tout petit, donc ce sont des individus vulnérables face à leurs prédateurs, il faut absolument les laisser tranquilles. Si aucune attaque contre l'homme n'a été signalée, Matatuhora rappelle qu'il demeure des animaux sauvages, au comportement imprévisible. Après la flambée post-Covid, les prix des matériaux semblent se stabiliser. 5 ans plus tard, l'inflation est contenue et certains prix ont même diminué, comme le bois. Le développement de filières locales contribue à tirer les prix vers le bas, un impératif pour redonner un peu d'air aux acteurs du BTP et de l'immobilier. Précision avec Laure Philibert. Charpente métallique, béton, tôle, le coût des matériaux de construction s'est envolé depuis la crise Covid. Des niveaux inédits qui ont poussé l'Assemblée à mettre en place une commission d'enquête sur l'inflation des prix de ces matériaux. Ses membres, Tilda Garbut Hareoe, Béatrice et Temat Eilegaïk et Tepuaraur Iteritei ont édité un rapport de 96 pages en fin d'année dernière.
Il en ressort que le prix du bâti au Fénois a doublé en l'espace d'une décennie. Parmi les causes, l'explosion des prix des matériaux de construction, plus 26% entre 2020 et fin 2024. L'augmentation des prix des matériaux de construction et des prix d'importation de ces matériaux pouvait avoir d'énormes répercussions sur le marché de l'immobilier. Et donc, dans les auditions que nous avons eues, plusieurs professionnels du secteur ont souhaité que le pays soit davantage dans l'accompagnement. Ces prix ont impacté toute la chaîne du bâtiment. Avant, un client nous demandait un devis, il faisait ça chez nos confrères, et puis il prenait le devis dans sa globalité et il achetait chez celui qui était le moins cher. Aujourd'hui, c'est même plus ça. On valide plus un devis complet parce qu'on est le moins cher, on valide ligne par ligne chez le moins cher des opérateurs. Une prudence qui se ressent jusqu'en bout de chaîne, la vente de biens immobiliers. Aujourd'hui, on a la pression sur le foncier, d'accord, et les matériaux sont importants. Et les deux cumulés font que le marché, les ventes se font à un prix très important et que malheureusement, autrefois, on avait plein de gens qui pouvaient acheter, qui étaient où la pyramide était large, il y avait à 30 millions, on pouvait trouver quelque chose. Aujourd'hui, à 30 millions, on trouve un studio, quoi. Parmi les préconisations de la commission d'enquête, l'idée, c'est effectivement de peut-être pouvoir économiser sur la taxation appliquée au fret. La problématique, comme l'a soulevé notre deuxième rapporteur, c'est effectivement les recettes du pays. Fixer donc un maximum sur le prix CAF sur lequel on viendrait caper la fiscalité. Pourquoi pas? Mais ça, c'est des discussions très longues qu'il faut que j'ai avec mon ministre de l'économie et des finances. Sinon, c'est le pays qui va finalement absorber les évolutions de tarifs sur le transport. Je suis certain qu'au long terme, on aura plus de construction, plus de travail, plus d'agents qui peuvent acheter. C'est toute une économie qui se met en place. Et quand on l'étouffe avec pas mal d'impôts et autre chose, à partir de là, il y a moins d'investissement qui se fait, d'accord? Et à la fin, on entend d'étouffer l'économie tranquillement, quoi. Le dernier point de l'Institut de la statistique daté du mois de juillet fait état d'un fléchissement des prix des matériaux de construction, parmi lesquels le bois. On assiste à une baisse des prix liée essentiellement à l'arrêt du marché spéculatif aux États-Unis. Et on a retrouvé également des niveaux de parité monétaire qui sont à peu près en phase avec ce qu'ils étaient pendant le Covid ou avant le Covid. Au niveau des bois, on a baissé de 15 à 20% le référentiel prix. Le développement des filières de production locale fait partie des pistes privilégiées par la commission d'enquête pour une meilleure maîtrise des coûts. On est propriétaire de 2 scieries aux Marquises. On a démontré qu'on avait quand même un niveau de qualité et de fiabilité et de performance du bois qui était en phase avec la demande. On a un process industriel qui n'a rien à voir avec des organisations de scieries structurées pour faire de la grosse industrie, de l'industrie lourde. À nous de trouver les réglages et les familles de produits sur lesquels on peut générer de la valeur ajoutée. Un travail est en cours avec les professionnels du secteur et les organismes de certification pour créer un référentiel du bâtiment, pourquoi pas avec la Nouvelle-Calédonie, afin de l'adapter aux besoins et aux richesses des pays du Pacifique. On fait le point avec Steve Ambine, président de la MEDEF Yorana. On l'a vu dans ce reportage, les professionnels de l'immobilier et du BTP se heurtent au prix élevé des matériaux des coûts de construction, mais ils s'inquiètent aussi des impôts à venir. Est-ce que vous partagez leur inquiétude? Oui, bien sûr. Alors le pays traverse une crise du logement sans précédent. Et donc, d'un côté, les acteurs du BTP dénoncent une lenteur des services administratifs, et de l'autre côté, le pays dénonce effectivement des carnets de commandes qui sont trop pleins du côté du privé, et donc les chantiers n'avancent pas suffisamment. Alors, le nouveau ministre du Logement, effectivement, a pris le dossier à bras-le-corps, donc on apprécie son investissement et la rapidité avec laquelle il fait travailler ses services. Après, au sujet de l'inflation, on l'a vu dans votre reportage, à partir du moment où les prix baissent à l'international, on les répercute ici directement. Et je pense que c'est ça qu'il faut souligner. Les statistiques sont claires. L'inflation à l'étranger l'année dernière était de 5%, elle était de 1,6% seulement en Polynésie. Donc les entrepreneurs ont montré qu'ils ont fait des efforts pour justement soulager la perte de pouvoir d'achat de notre population sans baisse notable d'impôts, ça il faut bien le préciser. Donc c'est grâce aux entreprises que l'inflation a freiné ?
Les entreprises essayent d'ajuster leurs tarifs forcément. Alors, il y a le jeu de la concurrence, mais à partir du moment où à l'international les coûts vont baisser, automatiquement on essaie de les répercuter. Donc on a malheureusement entendu des éléments de langage ces 2 dernières années, qui visaient à responsabiliser les entrepreneurs au sujet de l'inflation. Or, je viens de démontrer que par les chiffres, les entrepreneurs locaux, justement, accompagnent et font un maximum d'efforts pour soulager le portefeuille de nos populations. Et en parlant de coûts de construction, la semaine dernière, le ministre des Grands Travaux a annoncé un plan de 164 milliards de projets donc jusqu'en 2032. C'est une somme colossale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les entreprises ? C'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que les caisses du pays sont pleines et nous, on attendait justement que le pays rende à l'économie, rende à la population, rende aux entreprises ces sommes qui avaient été engrangées au travers des dernières années. Donc oui, la commande publique repart, on en est bien entendu content. À côté de ça, vous avez une hausse de l'imposition pour les propriétaires de biens immobiliers qui sont mis en location au travers des cotisations RNS. Il y a également, du côté du ministre de l'économie, un projet qui vise à imposer davantage les investisseurs immobiliers. Donc voilà, il y a quelque chose qui est incohérent. Donc on aimerait bien de comprendre la logique du gouvernement au sujet de l'immobilier et de manière générale au sujet de l'économie. Le président Moïse Brodersen a également annoncé de nouveaux postes à l'instruction des permis de construire. On imagine que c'est une bonne nouvelle également ? C'est une excellente nouvelle. La seule chose, c'est que ça vient surcharger davantage le coût de l'administration. Moi, j'ai proposé dernièrement qu'on puisse confier au privé ces dossiers d'instruction. On peut imaginer, c'est le cas dans d'autres pays, à ce que les entreprises privées puissent fournir justement les permis de construire aux entreprises qui sont pressées. Un hôtel a témoigné récemment que pour un jacuzzi, il avait dû attendre 18 mois pour obtenir son permis de construire. Donc voilà, lorsque une entreprise a les moyens, elle doit pouvoir payer un service donc d'une autre entreprise privée pour obtenir des services qui jusqu'ici sont dédiés aux services administratifs de manière exclusive. La session budgétaire de l'Assemblée a ouvert jeudi. Le président du pays s'est félicité des bons chiffres de l'économie et parle même de carnet de commandes plein à craquer. Est-ce que vous êtes du même avis ? Alors c'est ce que je disais juste avant. Effectivement, le pays annonce qu'il a du mal à faire avancer les dossiers d'investissement public puisque les entreprises sont seules et trop engagées. Et de l'autre côté, on a le syndicat du BTP qui met en avant la lenteur de l'administration dans l'instruction des dossiers. Voilà. Alors, ce qui est bien à noter, c'est que tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut rendre l'argent qui est aujourd'hui dans les caisses du pays à notre économie et à notre population au travers de ces grands travaux. Et concernant les impôts, de nombreux textes sont au programme de la saison budgétaire, les taxes hôtelières, l'impôt sur les transactions, la réforme de la TDL, et des textes censés donc renforcer une justice fiscale. Partagez-vous le même avis ? Non, parce que si le pays avait véritablement envie de lutter contre la cherté de la vie en Polynésie, il baisserait ses impôts. Or, nous assistons à quoi ? Nous assistons à une chasse aux sorcières, parce qu'on a effectivement, le pays a eu tendance à qualifier les entrepreneurs comme étant les responsables de l'inflation en Polynésie française. Donc, bien entendu, nous, on n'est pas d'accord. Je viens de démontrer que les entrepreneurs ont déjà fait beaucoup d'efforts. Et de l'autre côté, en face, vous avez le pays qui augmente la fiscalité. Donc, le message et la promesse qui a été donnée à la population et qui consistait à dire le pays va lutter contre la cherté de la vie, aujourd'hui, on voit exactement dans les décisions, notamment en fiscalité, qu'on va à l'opposé. Est-ce que vous allez mener des actions ? Vous allez demander une rencontre avec le gouvernement ? En fait, la problématique, c'est qu'on n'est pas d'accord sur déjà ce qui arrive. On n'est pas d'accord sur la politique qui est menée. La politique qui est menée, c'est une politique fiscale. Elle vise à assurer des équilibres budgétaires. Nous, ce que l'on souhaiterait, c'est une vraie politique économique. La différence, c'est que dans une politique économique, le pays prendrait des risques
accompagnerait les entrepreneurs dans la prise de risque. Et ce n'est pas ce qui est en train d'arriver. On est en train de démotiver les entrepreneurs à prendre des risques. On le voit au travers de la loi fiscale qui vient d'être retoquée par le Conseil d'État. Est-ce qu'il faut s'attendre à une annonce cette semaine ? Alors nous, on a répondu, parce que le ministre de l'économie nous a présenté sa réforme fiscale 2026. Bien entendu, nous lui avons répondu que nous la rejetons totalement et entièrement. Ce qui est important pour nous, c'est que là encore, le pays doit prendre des risques avec nous. Vous savez, Mika, vous êtes en CDI. Donc ça veut dire que vous avez fait le choix d'être dans la sécurité d'un emploi et de toucher un revenu fixe. Un entrepreneur qui vend sa maison pour lancer son entreprise ou qui va faire un crédit bancaire pour lancer son entreprise, s'il prend autant de risques, c'est certainement pas pour toucher les mêmes revenus qu'un CDI. S'il le fait, c'est pour espérer toucher des revenus exponentiels. Et là, on vient expliquer, et on le voit au travers des différentes mesures qui sont décidées et réfléchies par le gouvernement, on vient dire, les entrepreneurs, maintenant, on va plafonner vos marges, on va plafonner vos prix. Donc, ça veut dire quoi ? L'esprit d'entreprendre, et ça a été la réponse du Conseil d'État, l'esprit d'entreprendre est attaqué. Et ça, c'est très dangereux. Nous avons eu l'occasion de discuter avec le gouvernement. Merci, Steven Blin, d'avoir accepté notre invitation et pour toutes ces précisions. Merci, Mika. C'est l'un des rendez-vous phares de la culture polynésienne. Le musée de Tahiti et des îles a accueilli ce week-end la 42e édition des Journées du patrimoine. Visites guidées, ateliers de tressage, de gravure et conférences. Plus d'1 millier de visiteurs ont participé à l'événement. On écoute la directrice du musée, Hinanui Koshua, au micro de Jeanne Tinoloa. Les Journées du patrimoine, c'est un événement annuel, c'est un temps fort de l'année. On a la nuit des musées également qui a lieu en général mi-mai. Donc le but, c'est de l'ouvrir au plus grand nombre sous un format un petit peu différent, avec des ateliers, des animations qu'on n'a pas forcément à longueur d'année toutes les semaines. Donc l'objectif, c'est de le faire découvrir au plus grand nombre, faire revenir nos fidèles, parce qu'on a quand même un public assez fidèle. Mais en fait, le but de l'opération, c'est vraiment d'avoir un temps d'échange pendant tout un week-end. Mais après, nous, notre objectif aussi, c'est d'avoir de plus en plus de gens qui viennent au musée. À longueur d'année, pas que pendant un week-end. Voilà. Un appareil qui tombe en panne, un autre qui ne démarre plus. À Veirao, plutôt que de jeter, les habitants ont appris à réparer aux côtés des bénévoles de l'association Tataï. Un coup de pouce concret pour prolonger la vie des appareils du quotidien. Reportage de Davidson Bennett. Je l'ai déchargé. Ok. Je l'ai déchargé ici. Comment tu as fait pour décharger? Alors avec un multimètre, Ok. tu viens ici pour regarder le courant combien de watts. Et pour le décharger, tu viens sur Home. Téléviseur, tronçonneuse, machine à coudre ou encore lave-linge, les réparateurs de l'association Tataï multiplient les gestes techniques et pédagogiques pour transmettre leur message. Donc en proposant des ateliers comme ça, en fait, on permet d'aider les gens à réparer leurs appareils. Donc l'idée, c'est pour éviter de les jeter et puis de sensibiliser aussi à la réparation. Au lieu de jeter, réparer. Et puis souvent, le réflexe, ça va être jeter, aller acheter Happy, alors que on peut encore donner une seconde vie aux appareils. Dans l'atelier couture, les couturières s'initient au nettoyage, au graissage et au fonctionnement de leur machine. Un savoir-faire essentiel pour prolonger la durée de vie des appareils. Là, on nous apprend à nettoyer déjà, démonter, nettoyer et tout, et puis on attend après le professeur pour voir où est placé son bobo. Et ça y est, on a trouvé le bobo, comment on réparer? Le premier bobo, on l'a trouvé, il reste le deuxième bobo. Ça se passe bien alors? Oui, dans la bonne humeur, dans la joie. Pour rappel, Tataï fonctionne uniquement grâce à ses bénévoles bienveillants et passionnés. Ils se déplacent gratuitement dans les communes pour aider les familles à réparer leurs appareils et à adopter de nouveaux réflexes de consommation. C'est l'heure du journal des sports et ce week-end, attention, le programme était encore chargé. De la sueur, des médailles et des performances de haut niveau sur tous les terrains. De la salle de boxe au terrain de sable en passant par les cours de tennis et les stades. Restez avec nous car ça commence maintenant.
18 titres de champion d'Océanie ont été décernés ce week-end à la salle Makonena de Tipperary lors de 2 soirées intenses de finale. Nos Tahitiens ont brillé, 6 médailles d'or, $2000 de prize money chacun et une invitation pour le prestigieux Grand Prix de Dubaï. Retour sur les temps forts de cette soirée explosive. Sur les 18 finales, 10 Tahitiens montent sur le ring. Nike Comics Gobré ouvre la soirée face à un adversaire australien, rapide, précis. Nike domine et fait stopper le combat par l'arbitre au 2e round. Médaille d'or et prize money en poche. Moi j'étais prêt, c'est pour cela que j'ai gagné mes 2 combats. Je suis resté concentré du début à la fin et j'ai essayé de montrer que j'étais à la hauteur en accélérant au 2e round afin de l'arrêter. Matteo Poulet-Osier et Roger Waouté s'inclinent tous les deux par décision des juges. Dernière représentante du Fénois de la soirée, Edith Tabanae, balle australienne après 3 rounds serrés. L'an dernier, sa fille avait remporté les Océania cadets. Cette année, la victoire reste dans la famille. Victoire de notre Haïtienne. J'étais émue parce que ça fait 21 ans que j'ai fait mes premiers Océania où j'ai été médaille de bronze. Et cette année, je voulais absolument gagner la médaille d'or parce que ma fille, elle a gagné l'année dernière. Donc, c'était pas une surprise pour moi parce que je me suis entraînée dur avec Vero Iti. Du coup, entraînement dur et combat facile, voilà. La deuxième soirée sourit à nouveau à Tahiti. Etiata Lemaire s'impose par décision unanime contre l'Australienne Zoe Ronston. Toto Arinena gagne par décision partagée face à Kalani Anitelea Loniu. Iriatei Reiheu arrête son adversaire samoan Ruben Villija au 2e round. C'est fini, ça y est, victoire de Iriatei, victoire pour le camp haïtien. Enfin, Vero Itinena, petite sœur de Toto Ari, domine Lulutu Ipoloa et l'emporte par arrêt de l'arbitre. C'est mon allonge, ma force. C'est vrai que c'est d'abord mon allonge, donc je fais beaucoup de jabs avant de bien cibler, de bien cadrer. Et ensuite, je lâche ma droite. Aritea Putoa s'incline face à son adversaire néo-zélandais, mais conclut une soirée riche en performances pour Tahiti, avec 6 médailles d'or et la confirmation du niveau de ses boxeurs face à l'élite du Pacifique. Après les coups de poing, place à l'endurance. Les championnats de Polynésie de triathlon se sont tenus ce matin à Papearai. Ils étaient près de 40 athlètes alignés sur les différentes courses. Sur le triathlon distance S, les jeunes espoirs se sont illustrés. Chez les femmes, Manon Hôtelier s'impose et du côté des messieurs, Noé Delbrel-Guyot l'emporte. Désiré Teivao nous fait revivre cette course. Noé Delbrel-Guyot confirme une fois de plus son statut de grand espoir du triathlon polynésien. Le jeune sociétaire de FEIPI a parfaitement géré ses efforts pour s'imposer sur le triathlon S. Le médaillé d'or des mini-jeux de Palau s'installe déjà en tête après les 750 mètres de natation. En 2e position, Théophile Seri, 15 ans, tente de s'accrocher au leader. Après les 10 km de vélo, Noé Delbrel-Guyot et Théophile Seri sont toujours au coude à coude. Mais sur les 5 km de course à pied, Théophile Seri n'arrive pas à suivre le rythme de son rival de FEIPI. Noé Delbrel-Guyot creuse l'écart et s'impose en 1 heure et 9 minutes. C'était cool d'avoir un bon adversaire sur le vélo, il s'est super bien battu. En plus j'étais vraiment dans le mal, j'étais pas très bien, j'ai dû forcer pour rester et concède sur les relais. En course à pied, j'ai fait une meilleure transition déjà, je suis parti plus fort et j'ai réussi à faire l'écart en course à pied, donc j'ai eu le principal, quoi. Chez les dames, un autre espoir s'est illustré. Manon Hôtelier n'a jamais été inquiétée. La jeune athlète de Conakry l'emporte en 1 heure et 18 minutes. Elle s'offre au passage une belle 6e place au scratch. Je suis plutôt contente. Le vélo a été vraiment très dur parce que je me suis retrouvée toute seule. Et il y a énormément de vent, surtout lorsqu'on passe sur les petits bouts de route où on est entouré de mer. Donc ça a été plutôt un peu dur musculairement. Et après, vu que tu mets un peu tout dans le vélo, c'est dur de relancer après en course à pied. Mais plutôt contente que j'ai réussi à relancer ce que je pouvais en tout cas. Les courses de triathlon s'enchaînent au Fénois. Le week-end prochain, les athlètes ont rendez-vous du côté de Hitia pour le triathlon de FEIPI. Et après la route et la nage, place au sable, direction les jardins de Paofei, où s'est disputé pendant une semaine l'Open international de beach tennis. Un plateau d'exception réuni avec plus de 70 équipes et des joueurs venus d'une douzaine de pays pour donner une dimension mondiale à l'événement. Reportage. Sous le soleil de Paofei, la discipline a rassemblé une foule de passionnés pour cette nouvelle édition inscrite au circuit ITF, la Fédération internationale de tennis. 72 duos en lice, dont 12 nationalités représentées, du Portugal au Brésil en passant par l'Australie ou les États-Unis. Et sur le sable, le spectacle est bien au rendez-vous.
Alors chez les femmes, les japonaises sont ultra favorites. Pour l'instant, elles dominent le tournoi. Elles rentrent demain en demi-finale. Alors il nous reste une équipe tahitienne. Il y a une équipe franco-espagnole. Il y a un japonais et un brésilien qui sont encore en piste. Le niveau est élevé. On est dans les 50 meilleurs mondiaux à peu près pour l'instant sur ce tournoi-là. Des confrontations intenses disputées dans un cadre exceptionnel avec un prize money de $100 000 répartis équitablement entre hommes et femmes, de quoi attirer les pointures et donner une belle visibilité au beach tennis polynésien. Il y a beaucoup de vent, donc il a fallu s'adapter aux conditions. Ça a été un peu compliqué de tenir les jeux de service vent de dos, donc on a bagarré. Là, le match a duré un peu longtemps, donc on va aller se reposer un peu et demain on a une grosse demi-finale qui nous attend. Une édition marquée par des matchs intenses et spectaculaires jusqu'au final. Le beach tennis confirme son essor à Tahiti. Et puisqu'on parle de raquettes, direction les cours de padel de l'AS Excelsior. Le club de Papeete organise le Phoenix International Tahiti Paddle Cup pendant 10 jours. Les petites balles jaunes ont virevolté tout le week-end, comme nous l'explique Olivier Huc. Bonjour tout le monde, bienvenue à Excelsior pour notre premier tournoi. Allez, je vous souhaite un bon tournoi chez nous, ici, avec de la bonne humeur, et puis que le meilleur gagne. Plus de 350 participants au premier tournoi de paddle de l'AS Excelsior, c'est un vrai succès. Une affluence qui demande d'adapter un format de tournoi pour toutes les catégories. Ces catégories sont nommées avec la lettre P, suivie du nombre de points que cela peut rapporter. Alors j'ai les catégories P25, hommes et femmes, P50 que j'avais rajouté en plus du règlement de la Fédération française. En P50 hommes, j'ai 34 paires. Chez les femmes, j'ai 13 paires. Et en P100 hommes, j'ai 36 paires. Et P100 femmes, 16 paires. Et la dernière catégorie, c'est la P250 hommes. La P250 hommes, qui est donc la meilleure catégorie actuellement au Fénois, compte 18 paires engagées. L'engouement constant de cette discipline amène de plus en plus de monde pour le plus grand bonheur de tous les clubs de Tahiti. Le padel nous a apporté beaucoup de choses. Déjà l'ambiance, et puis il nous a apporté du monde. Et c'est une autre page du sport qui s'ouvre ici à Papeete. Ah oui, là le padel, c'est vrai que c'est plus facile pour tout le monde de jouer au padel que d'autres, comme le tennis et tout ça. Et c'est vrai que c'est innovant, on s'amuse. Les finales de ce tournoi Phoenix International Tahiti se dérouleront dimanche prochain et seront diffusées sur la page Facebook de TNTV. Et on part sur les terrains de football à présent avec la première journée de Ligue 1. À Poureil, l'AS Stéphana a affronté l'AS Pirée. En supériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, l'équipe de FAA s'est imposée 1-0. Le résumé de la rencontre avec Désiré Teivao. Une entame de match et un début de saison compliqué pour Sodrotou et l'AS Pirée. L'attaquant orange écope de carton rouge dès la 5e minute pour un coup de coude présumé sur un défenseur de l'AS Stéphana. À 10 contre 11, les hommes de Vatea Terei résistent aux assauts des joueurs de FAA pendant une mi-temps, mais au retour des vestiaires, l'arbitre accorde un pénalty à Tefana. Le capitaine Honoura Maretefau transforme la sanction et ouvre le score pour les Verts à la 56e minute. C'était très compliqué pour nous, on s'est bien préparé pour ce match, mais c'est comme ça, on s'est fait avoir dès l'entame du match. Après on se fait avoir aussi sur un pénalty, on leur donne un pénalty aussi, et c'est ce qui nous a tués aussi, mais bon. On a essayé d'aller chercher l'égalisation jusqu'au bout, mais voilà, félicitations aussi à l'AS Stéphana, belle équipe de jeunes. Pirée pousse dans les dernières minutes, mais la jeune formation de Tefana tient bon pour décrocher son premier succès de la saison. Une première réussite pour le nouvel entraîneur du club de FAA, Efraïn Aranida. On savait que ça allait être compliqué cette année, mais moi j'y crois, ça fait 6 semaines qu'on s'entraîne, on a un bon groupe. J'étais confiant, mais la réalité c'est le terrain. Donc aujourd'hui il fallait les voir sur le terrain et les gens ils ont répondu présents. Donc on a fait preuve de maturité malgré l'orage. Et à la fin on sort avec une victoire qui pour nous c'est très très important. Très très content et fier de mes joueurs parce qu'ils ont fait ce qu'on fait depuis 6 semaines. Donc à moi ça ne m'étonne pas, mais il fallait le montrer sur le terrain. On a une équipe rajeunie, plein de jeunes du club, formé au club. Et voilà, on finit par une victoire, bien pour commencer le championnat.
Et encore 2 gros matchs qui nous attendent, Vénus et Dragon. D'abord les playoffs pour nous, objectif. Après, on va continuer avec ce qu'on a et tout. Cette jeune équipe de l'AS Stéphana passera un nouveau test lors de la prochaine journée de Ligue 1. La formation de Faha sera opposée au champion en titre, l'AS Vénus. Et tout de suite, on découvre le reste de l'actualité sportive internationale et locale, en bref et en images. Bilan remarquable pour les crossfitters polynésiens en Californie. 17 athlètes ont défendu les couleurs du Fénois Wodapalooza Sokal, une des plus prestigieuses compétitions de crossfit. En open féminin, Natasha Biboli ramène une belle médaille de bronze. Chez les hommes en intermédiaire, les Tahitiens s'offrent le doublé avec la team Burger Bros en or et les Tahitiens Goth en argent. Enfin, dans la catégorie reine RX, la team Tahiti Aito composée de Putoru, Spider et Teremu s'offre l'exploit en remportant la victoire sur le Tour d'Any World. A noter aussi la belle 4e place d'Unleash de Reiho, Kevin et Heiva. Ce matin à Hitia, les routes se sont animées pour le championnat de Polynésie de semi-marathon. 63 coureurs au départ pour 21 km exigeants, disputés dans une chaleur pesante dès les premiers kilomètres. Chez les hommes, Damien Trockeney s'impose sans trembler. Il boucle la distance en 1h18, reléguant ses poursuivants Tereva Tapatoa et Eddie Pangfat à plus de 4 minutes. Du côté des féminines, Aurélie Stidland confirme sa domination et l'emporte en 1h30. Conditions difficiles parce que très chaud. D'emblée. Pourtant on est parti tôt, mais en plus soleil sur les 3/4 du parcours. Donc ça faut gérer. Et puis surtout, je suis blessée depuis 2 mois et demi. Donc il a fallu gérer en plus de tout ça la douleur, essayer de regarder un peu la vitesse pour essayer de ne pas être un peu ridicule. Mais bon voilà, ça va, je suis plutôt satisfaite de moi. Ouais, je suis parti à mon rythme et puis après, je voulais un peu accélérer sur la fin, mais je crois que c'est pas ce que j'ai fait, mais bon, l'essentiel c'était d'assurer la victoire. C'est une véritable star du rugby mondial qui est de passage à Tahiti. Le Fidjien Jerry Tuai, double champion olympique de rugby à 7, a entamé une tournée des clubs de l'île. Escale à Pirée notamment, où il a encadré les jeunes joueurs et partagé son expérience. Hotuari Kolombani l'a rencontré. Il est originaire des îles Fidji et est considéré comme une véritable légende du rugby à 7. Jerry Tuai, double champion olympique et champion du monde, sillonne en ce moment les clubs de rugby de Tahiti pour transmettre son savoir et inspirer la nouvelle génération. C'est la première fois que je viens à Tahiti pour voir de nouveaux clubs et aider les jeunes à développer leurs compétences de rugby. C'est quelque chose que je fais toujours à la maison à Fidji. Et là, je suis juste heureux d'être ici. Une opportunité unique pour l'AS Pirée qui a bénéficié de l'expertise et de l'inspiration du meilleur joueur du monde de rugby à 7 le temps d'un entraînement. Ça a été une belle opportunité qui s'est présentée à nous pour pouvoir le faire venir, pour nous aider à entraîner la sélection de rugby à 7 garçons qui va faire les Océania au mois de novembre. C'est le spécialiste, c'est le meilleur joueur du monde à 7. Donc c'était vraiment une chance pour pouvoir le faire intervenir en tant qu'expert 7. Ils nous ont enseigné que sur le terrain, il faut beaucoup parler. Les passes, il faut s'entraîner à faire tout le temps. Parce que ça sert après. Même eux, en pro, tout ça, ils apprennent à faire des passes tout le temps. Voilà. Malgré que le rugby ne soit pas le sport roi en Polynésie, le champion voit un véritable potentiel dans la jeunesse polynésienne et croit que la Polynésie peut faire émerger de grands talents. C'est l'un des meilleurs sports là-bas, mais je sais qu'ici à Tahiti, le rugby n'est pas encore développé. Mais c'est bien que les gens veulent apprendre. Dans quelques années, si le travail continue et que les entraîneurs continuent à aider les jeunes et les équipes nationales, Tahiti sera une équipe redoutable. Après Pirée, Jerry Tuai poursuit sa tournée à travers les clubs de Tahiti, transmettant son savoir et sa passion du rugby, une visite qui laissera sans doute une empreinte durable dans le cœur des jeunes joueurs du Fénois. On termine notre rubrique avec les rendez-vous sportifs attendus la semaine prochaine. Le samedi 27 septembre, les amateurs de bodybuilding ont rendez-vous à la salle Manuiti de Paia pour les championnats de Polynésie de culturisme. Et toujours le samedi 27 septembre, mais à Pirée, les Aito s'aligneront sur le mémorial Teinuyate à une course V1 marathon. Et il y aura du surf aussi le week-end prochain avec la 3e étape du Tahiti Horoe Tour. Selon les conditions, la compétition devrait se tenir soit à Papeno ou Papara.
C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez juste après votre émission Bien dans son faré, suivi du 12e épisode de Paye-nous à la dérive. Demain, c'est Vémi Thierlot qui sera aux commandes de votre JT. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Et quant à nous, on se quitte bien entendu avec les plus belles images du week-end. Bonne soirée à tous.